Merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci aux membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail de thèse qui s'intitule donc Distinguer les changements de mémoire liés à l'âge des capacités de métamémoire des personnes âgées. On va voir aujourd'hui des données comportementales et neuroimagerie à la fois dans le vieillissement sain et pathologique. Cette thèse a été menée au laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble sous la supervision de Christine Moulin et Céline Souchet, mais également avec l'Université de Tours en collaboration avec Lucie Angèle. Alors, avant de vous parler de métacognition, je voudrais d'abord aborder avec vous les différents changements cognitifs qu'on peut voir dans le vieillissement sain. Et dans une étude de Park et collaborateurs, ils ont ici évalué différentes performances cognitives dans différents groupes d'âge et ils ont observé que certaines performances allaient décliner avec l'âge. C'est le cas, par exemple, de la mémoire épisodique, qui est la mémoire associée à des souvenirs qu'on va replacer dans un contexte spatial et un contexte temporel. C'est le cas aussi de la mémoire à court terme, qui est une mémoire sur un temps bref, et de la vitesse de traitement. Mais Park et collaborateurs ont aussi observé que l'autre fonction cognitive allait plutôt s'améliorer avec l'âge. C'est le cas de la mémoire sémantique, qui est définie comme la mémoire des connaissances sur le monde. Lorsqu'on s'intéresse au vécu des personnes âgées, on se rend compte que l'une des principales craintes des personnes âgées concerne surtout la mémoire, puisque 30% des personnes de plus de 65 ans se plaignent de leur mémoire. Il est assez intéressant de constater que ces plaintes de mémoire sont en fait pas en lien avec les performances qu'on peut observer de mémoire. Puisque en fait, chez les personnes de plus de 75 ans, on observe la même proportion de plaintes que la personne ait une bonne ou une mauvaise mémoire. Donc, on peut se poser la question à quel point les personnes âgées ont conscience de leur performance cognitive. C'est la question qui nous a animés pendant ces 3 années de thèse et on a essayé de répondre à cette question sous l'angle de la métacognition. Pour vous définir le terme de métacognition, je trouve que le plus simple, c'est de revenir à l'étymologie du terme, puisqu'il est composé d'un préfixe méta, qui vient du grec ancien et qui signifie au-delà de, et du suffixe cognition, qui vient du latin cognitionem, qui signifie la connaissance. Donc la métacognition, c'est au-delà de la connaissance, c'est penser sur sa pensée. On peut avoir des pensées sur différents domaines cognitifs. Et pour vous illustrer les domaines qui nous ont intéressés dans cette thèse, on va prendre l'exemple de ce bonhomme habillé en vert qui peut se poser déjà des questions sur sa mémoire épisodique. Il peut se demander, est-ce que je suis sûre d'avoir pris mon médicament ce matin ou est-ce qu'il est plus prudent que je le reprenne aujourd'hui, enfin, à cette heure. On peut aussi avoir des questions sur la mémoire sémantique. C'est le cas lorsqu'on a le mot sur le bout de la langue. On a la conscience d'avoir le mot dans notre mémoire, mais on n'arrive pas à y accéder à ce moment donné. On peut aussi avoir des pensées sur les fonctions exécutives qui sont relatives à toutes les fonctions qui sont non automatiques. Et on peut, par exemple, se demander s'il y a une meilleure méthode pour effectuer une tâche donnée. On peut aussi avoir des pensées sur nos perceptions. C'est ce qui arrive lorsqu'on conduit dans le brouillard et qu'on voit au-delà, au loin, des lumières. Eh bien, on peut faire des prédictions sur ce que pourrait être cette lumière et on peut avoir une confiance sur les prédictions que l'on fait. Dans cette thèse, on s'est intéressé à la métacognition on a mesuré la métacognition en utilisant des jugements métacognitifs. Et ces jugements métacognitifs, ils vont s'articuler autour d'une tâche cognitive. Donc, par exemple, ici, je pourrais vous demander quelle était la couleur du pull du personnage sur la diapositive précédente. Que vous ayez la réponse ou non, je pourrais vous demander d'effectuer un feeling of knowing, un sentiment de savoir, et ici, ça serait un sentiment prédictif sur est-ce que vous pourriez reconnaître la bonne couleur si je vous montrais maintenant plusieurs propositions de couleurs. Ensuite, on a une tâche de reconnaissance dans laquelle on présente plusieurs propositions. La personne doit choisir la proposition qui lui semble juste. Et ensuite, on peut avoir un autre jugement métacognitif, un autre type de jugement, un jugement de confiance qu'on appelle Retrospective Confident Judgment, donc RCJ. Et ici, on va demander à la personne à quel point elle est sûre de la réponse qu'elle vient de donner.
il est assez intéressant de constater qu'en fait, ici, nous avons deux tâches qui vont donner lieu à deux performances différentes. On a d'abord une tâche cognitive, qu'on va appeler tâche de premier ordre, et qui va nous donner une performance de type 1. On a ensuite une tâche métacognitive, qui est la tâche de second ordre, et qui va donner lieu à une performance de type 2. Avec cette performance de type 1 et cette performance de type 2, on va pouvoir calculer un indice de précision métacognitive. Et ce qui a été beaucoup utilisé dans la littérature sur la métamémoire et le vieillissement, c'est le score gamma, dont la formule est juste ici. Et ce score gamma, il va se baser sur déjà le nombre de paires congruentes. Donc, une paire congruente, ça serait par exemple une personne qui donne la bonne réponse. Ici, la bonne réponse était la réponse verte, et qui a une haute confiance dans la réponse qu'elle vient de donner, par exemple. On va aussi prendre en compte les paires incongruentes. Donc ici, c'est une personne qui, par exemple, donne la mauvaise réponse, mais qui a quand même une haute confiance dans la réponse qu'elle vient de donner. Lorsqu'on fait ce type de tâche dans le vieillissement sain, on observe tout d'abord pour les performances de type 1, donc les performances cognitives, comme je vous l'ai montré d'ailleurs dans le modèle, dans le graphique de Park et collaborateurs tout à l'heure, on observe que la mémoire épisodique va décliner avec l'âge, alors que la mémoire sémantique est préservée dans le vieillissement et, dans certains cas, peut même s'améliorer. Concernant les performances de type 2, donc les performances métacognitives, il n'y a pas vraiment de consensus sur les résultats qu'on observe dans la métamémoire épisodique, puisque certaines études montrent un déclin dans le vieillissement sain, alors que d'autres études ne montrent pas ce déclin-là. Pour la métamémoire sémantique sont préservées avec l'âge. Pour expliquer ce déficit autant en mémoire épisodique qu'en métamémoire épisodique, il y a une multitude de modèles, mais dans cette thèse, on s'est surtout intéressé au modèle à double processus de la mémoire épisodique qui va se demander comment on accède à une information en mémoire. Pour vous présenter ce modèle, je vous propose de prendre un exemple concret. Vous retrouvez une vieille photographie sur laquelle vous apparaissez. Vous pouvez déjà avoir une sensation de familiarité face à cette photographie, puisque peut-être que le lieu vous semble familier, les personnes vous semblent familières, mais vous n'arrivez pas à retrouver des éléments concrets sur cet épisode de vie. Vous avez ici en fait une reconnaissance, mais sans plus de détails. Pour avoir plus de détails, vous allez devoir passer par un processus de recollection qui va se baser sur des informations partielles qu'on appelle ici indices. Et ces informations partielles peuvent être un nom d'une personne avec qui vous étiez, la période de vie à laquelle vous avez vécu cet événement, le lieu dans lequel vous étiez, des anecdotes liées à ces vacances. Et ici, vous allez avoir un rappel avec des éléments plus concrets et plus fournis. Selon l'explication de la recollection erronée, le déficit de métamémoire épisodique qu'on observe en vieillissement sain serait en fait dû au déficit de recollection qu'on observe également dans le vieillissement sain. Puisque grâce à la recollection, on peut avoir accès à des indices de métamémoire précis. On peut par exemple estimer la fiabilité, l'accessibilité, l'utilité des informations partielles qu'on retrouve, alors qu'une personne qui a du coup un déficit de recollection va avoir plus de mal à accéder à ces informations-là, et ces jugements de métacognition vont plutôt se baser sur la familiarité, qui est une sensation et donc qui fournit des indices moins précis. Mais un second questionnement sur le déficit de métamémoire épisodique qu'on observe dans le vieillissement pourrait se baser sur le biais de la mesure, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la plupart des études sur la métamémoire dans le vieillissement ont calculé des scores gamma. Or, ces scores gamma sont basés sur une performance de type 1 et une performance de type 2. Or, la performance de type 1 dans le vieillissement baisse avec l'âge au niveau de la mémoire épisodique. Donc, on pourrait se demander si finalement notre indice de précision métacognitive ne serait pas influencé par cette baisse de mémoire épisodique et ne serait pas un déficit métacognitif. Plusieurs études montrent ce biais dans la mesure, et c'est le cas notamment de cette méta-analyse qui a été effectuée en 2023
et qui a testé l'effet de l'âge sur la précision du jugement et de recueil dans différentes performances de reconnaissance. Ils ont d'abord comparé des personnes âgées qui avaient les plus mauvaises performances de reconnaissance dans la tâche et de recueil à des personnes jeunes qui avaient les meilleures performances de reconnaissance. Vous avez ici le graphique qui montre les tailles des faits. Et donc, lorsque la taille des faits ne chevauche pas zéro, il y a des preuves pour un effet de l'âge. Et lorsque ça chevauche zéro, il n'y a pas de preuve pour un effet de l'âge. Ici, on voit bien dans cette première comparaison qu'on observe un effet de l'âge sur les performances de métacognition épisodique, métamémoire épisodique. Or, lorsqu'on compare les personnes âgées qui ont les meilleures performances de reconnaissance aux jeunes qui ont les plus mauvaises performances de reconnaissance, ici, on n'observe plus d'effet de l'âge sur la métacognition. Donc, on pourrait se demander si finalement l'effet de l'âge qu'on observe sur la métamémoire épisodique ne serait pas dû à l'influence des performances de type 1 et non pas à un déficit métacognitif pur. La solution qui a été proposée dans cette thèse a été d'utiliser un modèle hiérarchique bayésien qu'on appelle H-méta-D et qui va se baser sur une mesure de l'efficacité métacognitive, le M-ratio. Le M-ratio est lui-même basé sur la théorie de la détection du signal, donc il est indépendant du biais métacognitif, le biais métacognitif étant désigné comme la tendance des individus à soit se surestimer ou se sous-évaluer. Le M-ratio est également réputé pour sa meilleure indépendance envers les performances cognitives par rapport à d'autres mesures qui ont été utilisées dans la métacognition. Et le H-méta-D nécessite peu d'essais par rapport à d'autres modèles. Ce qui est important ici, puisque on a fait on a effectué des mesures sur la mémoire épisodique et on ne peut pas avoir un nombre infini d'essais comme on pourrait l'avoir en cognition visuelle, par exemple, avec des mesures de psychophysique classique. Donc, dans cette thèse, nous avions 4 problématiques principales auxquelles on a répondu au travers de 4 expériences. Dans un premier temps, on a testé l'effet de l'âge dans différents domaines de la métacognition. Puis, on a évalué le fonctionnement de différents processus de la métamémoire dans le vieillissement sain. On a essayé de comprendre l'influence de la familiarité et de la recollection sur la précision métacognitive des jeunes adultes. Et enfin, on a exploré les corrélats neuronaux de la métamémoire chez les patients Alzheimer. Pour un souci de temps, je vais ici uniquement me concentrer sur l'expérience 1, 2 et 4 sans aborder la 3. Un des autres objectifs de cette thèse était d'avoir des tailles d'échantillons importantes qui nous ont permis d'utiliser le H-méta-D et de faire des analyses un peu plus complexes. Donc, dans cet objectif-là, j'ai aussi beaucoup participé à un projet de sciences citoyennes qui a permis de développer une base de participants au sein de Grenoble, des participants de plus de 60 ans, qui ont pu passer les expériences de cette thèse, mais qui sont aussi disponibles pour toutes les expériences menées à l'UGM. Pour nos premières études, nous nous sommes basés sur un questionnement actuel dans la littérature de la métacognition, à savoir, est-ce que la métacognition dépendrait d'un seul processus? Donc, par exemple, il y aurait un processus commun pour la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, etc. Donc, ici, on est plutôt dans une vision de domaine généralité de la métacognition. Ou est-ce que la métacognition aurait un processus par domaine cognitif? Donc, il y aurait un processus de métamémoire épisodique pour la mémoire épisodique ou de métaperception pour la perception, par exemple. Ici, on est plutôt dans une vision de domaine spécificité de la métacognition. Dans le vieillissement sain, lorsqu'on s'intéresse à plusieurs domaines cognitifs, on a vu tout d'abord, tout à l'heure, qu'on n'a pas de résultats très conclusifs pour la métamémoire épisodique, puisque certaines études montrent un déficit de métamémoire épisodique dans le vieillissement, alors que d'autres ne montrent pas ce déficit. Pour la mémoire sémantique, ils ne semblent pas avoir de déficit. Pour les fonctions exécutives, eh bien, en fait, il n'y a pas d'études qui ont étudié la métacognition liée aux fonctions exécutives
dans le vieillissement sain. Les études qui se rapprochent le plus sont les études qui sont menées sur la métacognition liée à la mémoire de travail. Et encore une fois, les données ne sont pas très conclusives. Certaines études montrent un déficit et d'autres non. Et il en est de même pour la perception visuelle. Donc finalement, on n'a pas de conclusion définie en fait sur l'impact de l'âge sur les différents domaines de la métacognition. Donc dans cette thèse, on avait pour objectif d'estimer l'effet de l'âge sur la métacognition dans différents domaines cognitifs, en faisant l'hypothèse que nous allions observer un déficit en métamémoire épisodique. Et on a aussi testé la domaine généralité de la métacognition dans différents groupes d'âge, mais je vais ici pas parler de cette hypothèse. Toutes mes hypothèses de ma thèse et les méthodes ont été préenregistrées sur OSF et validées par le comité éthique de la ville dans laquelle elle a été menée. Et toutes les études que je vais vous présenter aujourd'hui ont été également soumises dans des revues scientifiques. Donc, notre hypothèse a été testée sur 442 participants âgés entre 18 et 79 ans qui pouvaient passer l'étude soit en ligne, soit en face à face à l'université. Pour la mémoire épisodique, les participants avaient d'abord une phase d'encodage dans laquelle ils voyaient des paires de mots sémantiquement non liés qu'ils devaient donc apprendre. Puis, il y avait une phase de reconnaissance dans laquelle ils voyaient un mot qu'ils avaient précédemment vu et ils devaient reconnaître le mot qui était associé au mot indice dans la phase précédente. Puis, ils avaient un jugement de confiance à effectuer qui allait de 50% à 100%, donc 50% réponse au hasard, 100% sûr de ma réponse. Pour la mémoire sémantique, les participants voyaient des questions de culture générale et devaient choisir une proposition parmi deux choix et évaluer la confiance qu'ils avaient dans leur réponse. Pour les fonctions exécutives, les participants voyaient brièvement des chiffres, des suites de chiffres et de lettres et devaient additionner les chiffres entre eux et retenir les lettres pour choisir une réponse parmi deux propositions, puis évaluer la confiance qu'ils avaient dans leur réponse. Donc ici, on est plutôt sur une tâche de mémoire de travail et de flexibilité cognitive. Pour la perception visuelle, les participants voyaient brièvement des cercles qui contenaient des points et ils devaient dire à chaque fois quel cercle contenait le plus de points en choisissant celui de gauche ou de droite et en évaluant la confiance qu'ils avaient dans leur réponse. Pour commencer avec les performances cognitives, nous avons observé le pattern qu'on observe généralement dans le vieillissement sain, c'est-à-dire que certaines performances cognitives vont baisser avec l'âge, c'est le cas de la mémoire épisodique, les fonctions exécutives et la perception visuelle, alors que la mémoire sémantique va augmenter avec l'âge. Pour l'efficacité métacognitive, nous avons utilisé une version du HMétaD qui a été développée pour les régressions et que j'ai eu l'opportunité d'adapter sur R et à mes données lors d'un séjour d'études que j'ai effectué à Londres dans le laboratoire de Steve Fleming. Et donc ici, je vous ai représenté le paramètre bêta et vous voyez ici les traits, ce sont donc des intervalles de haute densité. Et donc, lorsque l'intervalle de haute densité chevauche 0, il n'y a pas d'évidence pour un effet de l'âge sur le domaine cognitif. Et lorsque ça ne chevauche pas 0, il y a de l'évidence pour un effet de l'âge. Donc ici, on peut voir qu'il y a effectivement de l'évidence pour un effet de l'âge sur la métamémoire épisodique et sur la métamémoire sémantique. Or, cet effet de l'âge est inversé puisque il y a un déclin des performances de métamémoire épisodique avec l'âge et une amélioration des performances de métamémoire sémantique avec l'âge. Donc, nous avons bien observé un déficit de métamémoire épisodique dans le vieillissement, alors que la métamémoire sémantique semble au contraire s'améliorer avec l'âge. Dans un premier temps, ça va nous sembler un peu curieux, puisque finalement, l'effet qu'on retrouve au niveau de la métacognition suit l'effet qu'on trouve au niveau des performances de type 1. Donc, on s'est demandé s'il y avait réellement une indépendance des performances de type 1 sur la mesure de la métacognition. Mais le fait qu'on n'ait pas observé un effet de l'âge sur la métacognition pour les fonctions exécutives et la perception visuelle nous donne confiance au modèle qu'on a utilisé. Et donc, ici, on va plutôt, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas plutôt
un processus commun entre la mémoire et la métamémoire euh, pour le champ épisodique et sémantique. Donc, dans une deuxième étude, on s'est concentré sur les tâches de mémoire exclusivement. Et ici, on a voulu mesurer la métamémoire en utilisant différents jugements de confiance, le FOK et le RCJ que je vous ai présenté juste avant. Ces jugements de confiance-là il a déjà été montré en fait qu'il y avait une différence au niveau des performances et notamment de l'efficacité métacognitive lorsque on mesure l'efficacité métacognitive chez des jeunes adultes. Eh bien, l'efficacité métacognitive est meilleure pour une tâche épisodique que pour une tâche sémantique en ce qui concerne les FOK, alors qu'il n'y a pas de différence entre le sémantique et épisodique, soit les RCJ, mais de façon globale, les RCJ sont plus précis que les jugements FOK. Pour les personnes de plus de 60 ans, il est déjà intéressant de noter qu'il n'y a pas d'étude qui va comparer à la fois sémantique épisodique, FOK et RCJ, mais lorsqu'on prend les études une par une, on peut observer qu'il y a un déficit du domaine épisodique au niveau de la métamémoire, mais pas de domaine sémantique, que ce soit pour les FOK que pour les RCJ. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, ces données ne sont pas toujours répliquées et d'autres études n'ont pas montré cet effet de l'âge à la fois pour les FOK et pour les RCJ. Donc ici, on faisait l'hypothèse que nous allions observer un déficit de métamémoire épisodique, à la fois pour les FOK et pour les RCJ, mais que ce déficit allait être plus important pour les FOK que pour les RCJ. On a testé cette hypothèse sur 240 participants âgés entre 19 et 79 ans, qui pouvaient encore une fois faire l'étude soit en ligne, soit en face à face. Tous les participants, quel que soit leur âge, ont passé tout d'abord une évaluation cognitive globale qui a été inspirée de la MoCA et de la MMSE, mais qui a été adaptée en ligne. Puis, ils voyaient soit une tâche épisodique ou une tâche sémantique, selon contrebalancement. Et pour la tâche épisodique, les participants voyaient des paires de mots sémantiquement liés. Puis, ils revoyaient les mots cibles de chaque paire et ils devaient rappeler le mot indice. Ils avaient ensuite, que le rappel ait été effectué ou non, ils avaient ensuite un jugement FOK qui allait de 50 à 100%. Donc, on leur demandait ici, est-ce que vous seriez capable de reconnaître le bon mot parmi plusieurs propositions? Il y avait ensuite une phase de reconnaissance dans laquelle on représentait tous les mots indices un par un et le participant devait reconnaître le mot cible parmi deux propositions. Et enfin, il y avait un jugement de confiance qui avait encore une fois de 50%. Pour la tâche sémantique, les participants voyaient des définitions et devaient retrouver le mot qui se rapprochait de cette définition. Ils faisaient un jugement hypothèse. Il y avait une phase de reconnaissance où ils devaient retrouver le bon mot, reconnaître le bon mot parmi plusieurs propositions, et ils faisaient un jugement de confiance. Pour commencer avec les performances de mémoire qu'on a observées, et ici pour le rappel, on a observé le pattern qu'on observe classiquement dans le vieillissement sain, c'est-à-dire que la mémoire épisodique va décliner dans le vieillissement sain, alors que la mémoire sémantique va s'améliorer. Pour les performances de reconnaissance, ici, on observe toujours une amélioration des performances de mémoire pour la tâche sémantique, mais il n'y avait pas d'effet de l'âge sur la tâche épisodique. Pour l'efficacité métacognitive, on a encore une fois utilisé le HMétaD qui a été adapté pour des régressions. Et ici, le seul effet qu'on a retrouvé concerne les jugements rétrospectifs sémantiques. Mais contrairement à notre première expérience, ici, la métacognition liée au jugement rétrospectif épisodique allait décliner avec l'âge. Donc, on fait l'hypothèse d'observer un déclin de la métacognition pour les tâches épisodiques, à la fois pour les FOK et pour les RCJ. Mais on a observé des résultats assez curieux pour les FOK, puisque les M-ratio étaient très proches de 0. C'est quelque chose qu'on pourra discuter par la suite. Et pour les RCJ,
on a observé un déclin de la métacognition sémantique qu'on n'avait pas observé dans la première expérience. Même si les résultats ne sont pas concordants entre la première et la deuxième expérience, ce qui ressort de ces deux études, c'est une dissociation entre la métamémoire épisodique et la métamémoire sémantique dans le vieillissement. Donc, on a voulu aller voir cette dissociation un peu plus précisément, et notamment au niveau des corrélats neuronaux de la métamémoire, puisque les études précédentes ont observé il y a différentes activations en fait, qui vont être impliquées dans le focal épisodique et dans le focal sémantique. Puisque le focal sémantique est davantage lié à une activation des régions temporales antérieures, alors que le focal épisodique est davantage lié à une activation du pôle frontal gauche. On a fait le choix d'étudier cette dissociation entre épisodique et sémantique dans la maladie d'Alzheimer, puisque la maladie d'Alzheimer est souvent associée à une anodognosie, c'est-à-dire que les patients n'ont pas toujours conscience de leur trouble cognitif et de leur maladie. Et cette anodognosie est associée à un déficit métacognitif, mais qu'on observe uniquement en métamémoire épisodique et pas en métamémoire sémantique. Mais aucune étude n'a étudié cette dissociation entre métamémoire épisodique et sémantique directement chez les mêmes patients. Et ils ont toujours été étudiés de façon séparée. Donc ici, il nous a semblé pertinent d'aller voir cette dissociation dans la maladie d'Alzheimer et aussi au niveau des corrélats neuronaux. Donc, on avait pour objectif de tester la dissociation entre la métamémoire épisodique et sémantique chez les patients Alzheimer, avec l'hypothèse que nous allions observer un déficit pour la sphère épisodique, mais pas pour la sphère sémantique chez les malades Alzheimer. Et on a voulu identifier les corrélats neuronaux de la métamémoire épisodique et sémantique. Pour cette étude, en fait, les données ont été recueillies bien avant ma thèse et j'ai eu l'opportunité d'analyser ces données dans le cadre d'un MINDOC que j'ai effectué à Liège avec Christine Bastien. Et donc, j'ai récupéré les données de 50 patients Alzheimer et de 30 contrôles âgés qui avaient tous fait une évaluation de neuropsychologie pour tester qu'ils appartenaient bien au groupe Alzheimer ou contrôle âgé. Et ils avaient aussi effectivement fait deux tâches FOK, une tâche épisodique et une tâche sémantique. Ici, comme les données ont été recueillies avant le début de ma thèse et qu'ils ont été recueillis avec une méthode papier-crayon, je n'ai pas pu appliquer le HMETA-D à ces données-là, mais j'ai choisi d'utiliser plutôt un indice d'OROC2, qui est un indice de sensibilité métacognitive, qui va être indépendant du biais métacognitif, puisqu'il est basé sur la théorie de la détection du signal, mais pas des performances de type 1. Nous avons aussi effectué une mesure de congruence en prenant la proportion de réponses FOK oui pour les reconnaissances correctes. Au niveau de la neuroimagerie, on a regardé l'intégrité de la matière grise avec des images d'IRM structurelles et le métabolisme cérébral avec une TEP FDG. Pour commencer avec les résultats comportementaux et en se concentrant sur la métamémoire, pour la congruence des jugements, on a d'abord observé que les patients Alzheimer avaient une proportion de réponses congruentes qui était moindre comparativement au contrôle âgé, et que cette différence, et que la différence entre épisodique et sémantique était plus grande chez les patients Alzheimer que chez les contrôles âgés. Au niveau de la précision métacognitive, donc qui a été ici évaluée avec l'OROC2, on n'a pas observé d'effet de groupe entre contrôle âgé et patients Alzheimer, ni de la tâche entre épisodique et sémantique. En ce qui concerne les résultats de neuroimagerie, le FOK épisodique les performances de FOK épisodique étaient davantage liées au métabolisme du précumulus droit, alors que le FOK sémantique était lié à l'intégrité de la matière grise du gyrus angulaire gauche. Donc, on a observé une dissociation entre métamémoire épisodique et sémantique au niveau des régions cérébrales, puisque différentes régions cérébrales semblent être liées aux performances sémantiques et épisodiques. On a observé une dissociation avec la mesure de la congruence, mais pas avec la mesure de la précision métacognitive.
Ici, on peut se demander si les résultats qu'on a obtenus et cette différence entre congruence et précision métacognitive ne seraient pas en fait dus au biais métacognitif plutôt qu'à un déficit de métacognition, puisqu'on a observé que chez les patients Alzheimer, ils disaient 20% fois plus le non pour le FOKI que les participants de contrôle. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient plus enclins à prédire qu'ils n'allaient pas reconnaître le mot parmi plusieurs propositions plus tard. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mesure de précision métacognitive est indépendante de ce biais métacognitif, alors que la congruence ne l'est pas. Donc ici, on pourrait se demander s'il n'est pas un biais métacognitif plutôt qu'un déficit de métamémoire. Pour résumer tous les résultats de cette thèse, en se concentrant uniquement sur les tâches de mémoire, on a déjà, dans une première expérience, observé un déficit de reconnaissance et également un déficit de l'efficacité métacognitive, alors que la seconde expérience n'a pas montré ce déficit ni en reconnaissance, ni de l'efficacité métacognitive. Pour la métamémoire sémantique, ici, on a vu une amélioration des performances de reconnaissance en mémoire et une amélioration de l'efficacité métacognitive pour cette expérience. Alors que pour la seconde expérience, on a observé une amélioration des performances de reconnaissance et un déclin de l'efficacité métacognitive. Pour l'expérience 3, que je n'ai pas présentée ici, mais pour vous l'expliquer brièvement, on a comparé une tâche de familiarité et de recollection chez des jeunes adultes et on a observé que les performances de reconnaissance et l'efficacité métacognitive étaient plus importantes pour la tâche de familiarité que pour la tâche de recollection. Pour l'expérience 4, nous avons observé que les patients Alzheimer avaient un déficit de reconnaissance comparativement aux participants contrôle. Et au niveau des performances métacognitives, on a observé qu'ils avaient également des performances amoindries au niveau de la congruence et que la différence épisodique et sémantique était plus importante pour la tâche épisodique que pour la tâche sémantique. Donc, que retenir de tous ces résultats? Tout d'abord, on a observé des dissociations entre les performances des type 1 et les performances des type 2. C'est le cas notamment dans l'expérience 2, au niveau de la composante sémantique. On avait une amélioration des performances de type 1 et une diminution des performances de type 2. Ici, ça va nous informer en fait sur l'importance d'avoir une mesure indépendante des performances de type 1, puisque de telles dissociations peuvent être observées dans certaines populations cliniques. Et donc, avec cette thèse, on a en quelque sorte validé une méthode qui peut être utilisée pour mettre en évidence une dissociation, même si beaucoup de points peuvent encore être explorés vu les résultats un peu contradictoires qu'on a eu. Au niveau de la mémoire épisodique, on a observé que les performances de mémoire vont toujours aller dans le même sens que les performances de métamémoire. Donc, par exemple, si il y a un effet de l'âge négatif sur la mémoire, on va observer un effet de l'âge négatif sur la métamémoire. Donc, ici, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas un processus commun entre la mémoire et la métamémoire épisodique. Ça nous informe sur l'importance de la difficulté de la tâche, des mécanismes impliqués et du matériel utilisé. Donc, s'il y a un lien entre les performances de mémoire et de métamémoire au niveau de la composante sémantique, on pourrait être capable de replacer la métacognition au sein des modèles de la mémoire. Je vous ai expliqué au début de cette présentation qu'une explication qui a été apportée pour expliquer le déficit de métamémoire épisodique repose sur le déficit de recollection que nous travaillons dans le connaissement sain, puisque le déficit de métamémoire épisodique serait dû peut-être au déficit de recollection. Ici, je pourrais vous proposer, au lieu de parler de familiarité et de recollection, de parler de contenu, plus de sentiments, mais de contenu, et ici de nuances et détails. Je me base en disant ça, en fait, sur le modèle intégratif de la familiarité et de la recollection qui a été proposé par Christine Bastin en 2019, et selon lequel
il y aurait différents systèmes centraux de représentation. Dans un premier temps, il y aurait un système central de représentation des entités et des contextes. Ces deux premiers systèmes centraux vont permettre d'avoir des signaux de fluence qu'on pourrait rapprocher de la familiarité dans le modèle précédent. Et ces deux systèmes, ces deux types d'informations, entité et contexte, vont être combinés dans un système central de représentation relationnelle qui va permettre ici de récupérer plus de détails et de lier à d'autres souvenirs. Et donc, ces deux types de contenus, les signaux de fluence et les détails récupérés, vont être combinés dans un système d'attribution qui va permettre l'émergence de sentiments subjectifs et de jugements explicites. Et donc, la métacognition pourrait se baser dans ce système d'attribution qui est juste ici. Pouvoir replacer la métacognition au sein des modèles de la mémoire aurait plusieurs intérêts pour la recherche en mémoire et en métacognition. Et en ce qui concerne la métacognition, ça pourrait permettre d'expliquer les dissociations qu'on peut observer, notamment par exemple entre les différents types de jugements, entre FOK et RTJ. Les jugements RCJ, par exemple, pourraient être plutôt basés sur des signaux de fluence, alors qu'un jugement FOK aurait plus besoin de détails récupérés. Ça nous informe aussi sur le besoin de contrôler la nature de nos stimuli, puisque si on utilise des scènes ou des objets, par exemple, on ne va pas recourir à un même niveau de représentation. Ça peut aussi nous expliquer les changements de métamémoire dans le vieillissement. Ici, on pourrait faire l'hypothèse que dans le vieillissement, il y aurait un déficit au niveau du système central de représentation relationnelle qui ne permettrait pas aux personnes âgées d'avoir des détails récupérés ou alors des détails de moins bonne qualité. Et donc, au niveau du système d'attribution, les personnes âgées vont davantage se concentrer en fait, sur les signaux de fluence qui sont peut-être moins précis pour certains types de jugements. On pourrait aussi se demander l'impact qu'auraient d'autres facteurs, comme la réserve cognitive ou le vécu face au vieillissement. Ce sont ici deux facteurs que j'ai étudiés dans ma thèse, mais qui restent à étudier davantage pour comprendre vraiment le rôle de ces facteurs-là. Eh bien, merci pour votre attention. Merci au jury de m'avoir écouté aujourd'hui et à toutes les personnes qui m'ont permis à ce projet de pouvoir le